Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue. C'est l'affaire justement des 20 000 tonnes de nitrate d'ammonium transportées par le Zimrida, cargo bâton pavillon de la Barbade, qui défraie la chronique en ce moment en Côte d'Ivoire. À ce sujet, une réunion s'est tenue à la Direction générale du port autonome impliquant différentes structures de l'État de Côte d'Ivoire pour donner réponse à cette question. Ensuite, nous parlerons des bébés siamois qui ont été donc avec succès séparés à l'hôpital mère-enfant. Et ensuite, en seconde partie, la réinscription de Laurent Gbagbo sur la liste électorale. Le président du PPACI se dit confiant de l'implication de l'ONU. Merci d'être avec nous. Le Grand Talk démarre maintenant. Merci d'être avec nous. La semaine démarre bien chez vous, je l'espère. Nos amis sont là et on essaiera en tout cas ensemble de parler des sujets intéressants qui nous concernent ici sur le plan national. Et pour en parler ce soir, Herman est là. Bonsoir. Bonsoir Christelle, bonsoir. Merci d'être avec nous, très cher. Barry, bonsoir. Bonsoir Christelle, bonsoir chers amis, bonsoir chez vous. Élisée Voloube, bonsoir. Bonsoir Christelle, bonsoir chers téléspectateurs. Merci de nous rejoindre. Daouda Koulibaly, bonsoir. Bonsoir Christelle, bonsoir à tous et bonsoir chez vous. Et nous terminons justement avec vous, Marius Komoé. Bonsoir Christelle, bonsoir à tous et à toutes. Alors, l'affaire a fait grand bruit. C'est depuis le 30 décembre dernier que le Zimrida donc, est dans les rades, arrivé en rade extérieure d'Abidjan le 30 décembre dernier, je le disais. L'affaire inquiète les populations. Certains font référence même à ce qu'on avait connu en 2006, si mes souvenirs sont bons, parlant du Probo Koala. Le gouvernement donc s'est réuni, on va dire, en quelques structures étatiques se sont réunies pour donner la réponse aux populations. Et nous avons une note d'information donc relative à cette cargaison qui a été donc communiquée tout à l'heure, juste il y a quelques instants. Herman Aboua, réaction déjà sur la nouvelle. Ce lanceur d'alerte qui nous informe que nous avons une cargaison, dangereuse ou pas, on en parlera, au bord, en tout cas, dans les eaux d'Abidjan. Mais oui, bon, je pense que déjà, les Ivoiriens sont tous unanimes qu'il faut féliciter en fait, le travail de ce lanceur d'alerte, là, qui n'est qu'une page sur les réseaux sociaux, qui est JCK Consulting, Jean-Christian Conan, qui, beaucoup de personnes, beaucoup d'Ivoiriens le connaissent, qui fait beaucoup d'analyses, notamment stratégiques, sur plein de sujets. Et il a lancé l'alerte, ça a fait beaucoup de polémiques au départ. Finalement, c'était finalement avéré. Pour l'instant, ce qu'on peut dire, moi, quand je regarde ce qui se passe, je veux dire qu'on n'a pas tiré forcément toutes les conclusions, toutes les leçons de ce qui s'est passé en 2006 avec le cas de Probo Koala. On va beau dire que le contenu de cette cargaison, c'est peut-être un produit qui est généralement manutentionné par le port autonome d'Abidjan, donc on s'y connaît bien, mais finalement, si le Probo Koala, ce qui fait la caractéristique du Probo Koala, c'est que tous les ports où ça devait passer ont refusé cette cargaison, ce navire, et finalement, ça s'est retrouvé au port d'Abidjan. On a vu ce qui s'est passé. Si aujourd'hui, c'est pas qu'on ne manutentionne pas, on ne peut pas traiter le nitrate d'ammonium, qui reste un composé qui est utilisé comme engrais, quoique je suis contre les engrais chimiques, et dans l'extraction des mines et autres, dans l'activité minière, qui reste quand même un produit assez délicat à traiter. On a vu l'accident en 2020 à Beyrouth, où des années, bien plus tard, après avoir entreposé en 2013, et 7 ans après quand même, on a eu l'explosion, on a vu les dégâts que ça a créé. Donc je pense que, ne serait-ce que pour l'inquiétude des autres pays, des autres nations qui refusent cette cargaison-là spécialement, on aurait pu suivre et puis faire la même chose. Très bien. Barry, que sait-on justement de ce navire, le Zimrida, qui aujourd'hui est donc pratiquement en rade à l'extérieur d'Abidjan? Que sait-on de ce navire qui a cette cargaison? En fait, le point le plus important ne concerne pas forcément le Zimrida, mais il concerne plutôt le Ruby. Le Ruby, c'est le premier navire cargo qui est parti de la Russie à destination de la Norvège. Mais au cours d'une tempête, vous savez que la mer du Nord et la mer Baltique sont régulièrement touchés par des tempêtes et souvent il y a des accidents de navires ou souvent même on a récemment suivi la question des câbles
sous-marins au oui, Danemark. Donc, régulièrement, il y a des accidents dans ces zones-là. Donc, le navire ayant fait accident, une partie de la cargaison a été en contact avec du fuel. Donc, il y a une partie de la cargaison qui est contaminée. Donc, c'est le rubis qui était en réalité le danger. Et vu que la Lituanie, qui avait la compagnie de manutention qui devait réparer le rubis, a refusé d'accueillir le navire, et le Danemark... Pourquoi la Lituanie a-t-elle refusé d'accueillir le navire? À cause du risque encouru, parce que, comme je l'ai dit, une partie de la cargaison avait été contaminée suite au contact avec le fuel. Donc, le rubis devenait un danger pour la sécurité portuaire de ces pays-là. On va dire. Justement. Maintenant, la Lituanie, qui est un pays juste à côté de la Norvège, avait une compagnie qui avait le marché pour réparer le rubis. La Lituanie a refusé pour des raisons de sécurité. Le Danemark et la Suède, qui sont deux autres pays aux côtes de la mer Baltique, ont également refusé que le navire circule en mer Baltique. Pour les mêmes raisons? Pour des raisons de sécurité, naturellement. Donc, qu'est-ce qui s'est passé par la suite? C'est que le rubis a accosté d'un port anglais. Et là-bas, la cargaison qui était contaminée a été traitée et le reste de la cargaison a été porté sur le Zimrida. Le reste de la cargaison non contaminée? Non contaminée a été transféré sur un autre bateau qui est le Zimrida. C'était très important de préciser ça. Donc, le Zimrida est le bateau qui devait apparaître au port autonome d'Abidjan. C'est cela. Parce qu'il avait pour destination finale, il a toujours le Brésil, qui est sa destination finale. Mais comme le port autonome l'a précisé, il y avait une cargaison de 3000 tonnes qui était destinée à un opérateur ivoirien. Et ce sont les 3000 tonnes... 7654 finalement. D'accord. Merci Herman pour la précision. Donc c'est ce produit-là qui en réalité concerne la Côte d'Ivoire. À quelle fin? Il faut préciser... Barry, on va aller tout doucement. À quelle fin? Herman l'a dit tout à l'heure, le nitrate d'ammonium est utilisé dans le domaine agricole et dans le domaine minier. Donc, il faut préciser que ce n'est pas un déchet. À la différence du Probo Koala, qui avait en son sein des déchets toxiques, le nitrate d'ammonium n'est pas un déchet. Mais c'est un produit qui peut être dangereux sur la sécurité. S'il est maltraité. Voilà, s'il est maltraité, s'il est au contact d'un certain nombre de produits toxiques, il peut complètement exploser. Donc, une petite pause. Donc, le nitrate d'ammonium peut avoir deux finalités, on va dire, en engrais et pour le traitement en zone minière. C'est-à-dire que l'explosion des sites miniers en exploration. On l'utilise pour le terrassement des gisements. Tout à fait, tout à fait. Très bien, Barry. Donc, c'est pas un déchet en tant que tel. À la différence de ce qu'on a connu en 2006. Voilà, la panique qui a touché la Côte d'Ivoire, c'est qu'on a tous en mémoire le Probo Koala. Et les informations ont circulé de partout disant que c'est des déchets toxiques. Donc, il y a ce trouble mémoriel-là qui touche la population. Et le port autonome d'Abidjan, naturellement, dans son communiqué pondu, a évoqué une réunion d'urgence. Donc, le mot « urgence », déjà, prêtait à confusion au niveau de l'opinion publique, au niveau de la population. Mais je pense qu'avec le communiqué que vous avez là, ça a alarmé plutôt les populations en référence à ce que vous avez mentionné. Et c'est lié au passé. Le passé, naturellement, c'est le Probo Koala. Mais là, il ne s'agit pas de déchets. Il s'agit plutôt de produits chimiques, mais qui peuvent être un danger si elles ne sont pas traitées convenablement. Mais ce n'est pas la première fois aussi qu'il faut préciser que le port autonome d'Abidjan traite ce genre de marchandises-là. Très bien. Alors, je voudrais juste dire aux téléspectateurs que ceux qui ont participé donc à cette réunion importante qui s'est tenue ce matin à la Direction générale du port d'Abidjan donc sont connus. Il y a le ministère d'État, le ministère de la Défense, le ministère d'État, le ministère de l'Agriculture, du Développement rural et des productions vivrières, le ministère des Mines, du Pétrole et de l'Énergie, le ministère de l'Environnement, du Développement durable et de la Transition écologique, le ministère du Commerce et de l'Industrie, la Direction générale des Affaires maritimes et portuaires, la Direction générale des douanes, le port autonome d'Abidjan, le Centre ivoirien antipollution, donc le CIAPOL, le Conseil national de sécurité, l'Office national de la protection civile, la Commission pour l'interdiction des armes de destruction massive en Côte d'Ivoire, la Direction de la protection des végétaux, du contrôle et de la qualité, la gendarmerie et la police du port autonome d'Abidjan. En conclusion. Le représentant de l'armateur, le chargeur. Ah oui, merci beaucoup, Élisée. Le représentant de l'armateur, le propriétaire donc, du navire,
et le chargeur propriétaire de la cargaison. Et préciser aussi que la réunion a été présidée par le directeur de cabinet du ministère des Transports, dont dépend le port autonome d'Abidjan. Très bien, merci Élisée pour cette précision. Alors, il ressort de cette réunion technique que le Zimrida et sa cargaison ne représentent donc aucun danger, bonne nouvelle, pour les populations, aucun danger pour les installations portuaires, encore moins pour les populations. Le nitrate d'ammonium n'est pas un déchet toxique, mais plutôt un intrant autorisé et couramment utilisé pour les engrais, activités agricoles et pour les productions d'explosifs aux fins de terrassement. Herman l'a dit et Barry l'a renchéri, activités minières, réalisation de routes. À cet effet, le chargeur a obtenu toutes les autorisations des services compétents de l'État de Côte d'Ivoire pour l'importation du dit produit. Bien que considéré comme produit sensible, le nitrate est régulièrement manutentionné au port d'Abidjan dans les conditions sécuritaires appropriées. Voilà. Il n'y a donc aucun danger particulier à ce que la cargaison destinée aux chargeurs ivoiriens soit débarquée au port d'Abidjan avant que le navire ne prenne la mer. Et vous avez bien en gras, toutefois, une visite ouverte aux médias sera faite sur le navire le mardi 7, donc demain, 7 janvier 2025 à 9 h, en vue de rassurer l'opinion sur l'intégrité de la marchandise. Élisée, lorsqu'on lit ces mots de ce communiqué avec toutes ces instances qui représentent donc l'État de Côte d'Ivoire, est-ce que cela vous rassure, Élisée Boloubeur? Oui, c'est normal. Je pense que c'est l'attitude qui sied à une telle situation, surtout que depuis que la lettre a été lancée par JCK, disons le week-end, le vendredi ou le samedi, je ne sais plus trop exactement quelle était cette date-là, on a vu un peu, je vais dire, la hantise ou cette fébrilité qui s'est emparée de l'ensemble de la blogosphère. Tout le monde était un peu inquiet. On se posait des questions de savoir, est-ce que ce n'est pas encore un nouveau Probo Koala? Surtout que certains n'ont pas manqué aussi de faire un rapprochement entre le contenu de ce navire-là et l'explosion qui a eu lieu à Beyrouth. Voilà, et on a encore en mémoire le désastre qui a eu lieu à Beyrouth du fait de ce produit. Donc, ça a créé une certaine psychose. Et il était bon, en tout cas, que les autorités montent au créneau pour rapidement prendre le pouls de la situation et puis rassurer les populations. Donc, ce communiqué vient nous rassurer. Je pense que toutes les parties prenantes au niveau étatique pour traiter une situation de crise, je vais dire, écologique, en tout cas, étaient toutes présentes pour pouvoir prendre part à cette rencontre-là. C'est déjà une très bonne chose. Moi, je note déjà que la lettre de JCK était une bonne chose. Moi, je pense qu'il a bien fait de lancer une telle alerte pour que c'est toujours important, c'est toujours bon de pouvoir vérifier, parce que je pense que s'il n'y avait pas eu cette alerte, peut-être qu'on n'aurait pas forcément eu toutes ces rencontres et puis avoir tout ce schéma. Ce d'autant plus, je ne dis pas ça pour dire qu'il n'y a pas de contrôle, les contrôles se font. Pour preuve, tout à l'heure, vous l'avez si bien indiqué, le nitrate d'ammonium est régulièrement sur le port d'Abidjan. Pour preuve, en 2023, il y a eu plus de 20 000 tonnes qui ont été réceptionnées au port. En 2024, il y a eu plus de 38 000 tonnes. Et là, ce qui sera débarqué demain, c'est 3 000 tonnes, sur 20 000 tonnes à l'intérieur de ce navire-là. Donc, c'est dit que le port a l'habitude de traiter, je vais dire, ce produit-là. Donc, sur cette base-là, il n'y a vraiment pas de crainte. Mais vu que l'historique rappelé par Barry, avec tout ce que le navire initial, le navire initial a subi et tout ce qui a suivi avec les refus des différents partis, il était important que JCK lance cette alerte-là, qui a permis quand même à nos autorités et à tout le monde quand même de réagir. Aujourd'hui, on est en droit, en tout cas, de pouvoir ouvrir des soulagements. Parce que la question de Probo Koala reste encore dans l'esprit de plusieurs quand on voit les dégâts que ça crée et qui continue même de faire encore des dégâts aujourd'hui. C'est normal qu'on ait cette attitude. Alors, avant de passer à Daouda et Marius, Barry, j'aimerais qu'on revienne avec vous. Ces pays qui avaient refusé, excusez-moi, j'ai un chat de la gorge, ces pays qui ont refusé justement la cargaison, est-ce qu'elle l'avait fait parce que la cargaison était contaminée? À cette époque-là, on avait des explosifs, et ce qui est arrivé en Côte d'Ivoire donc, ne présente aucun caractéristique de ce qui a été avant. Non, en fait, comme je l'ai dit, le navire Ruby a vu une partie de sa cargaison contaminée au fioul. Et qui dit contamination au fioul dit risque d'implosion. Oui. Parce que le nitrate d'ammonium, au contact d'un certain nombre de matériaux, s'il n'y a pas la sécurité, il risque d'y avoir une explosion. Maintenant, c'est par mesure sécuritaire et des précautions que
que ces pays-là ont refusé. Mais je le rappelle, c'est en Lituanie que le rubis devait être réparé. La Lituanie a jugé, peut-être par ses autorités, qu'elle n'était pas en mesure de traiter la cargaison prohibée. Donc l'Angleterre, c'est-à-dire un port anglais, a accueilli le navire. Il a soigneusement traité la cargaison qui avait été contaminée et le reste de la cargaison a été débarqué sur le Zimrida pour continuer à destination. Maintenant, le rubis, lui, il est en réparation dans un autre port anglais. Et il est précisé dans le communiqué des autorités ici qu'après la Côte d'Ivoire, le navire Zimrida là, doit se rendre en Angola et en Tanzanie. Et je pense que sa destination... Non sans avoir débarqué donc, la cargaison de celui qui avait commandé. Justement. Et les autorités nous rassurent parce qu'ils disent qu'il y aura une ouverture pour la presse demain pour que chacun puisse comprendre. Ce qui est prévu en Côte d'Ivoire débarquer. Voilà. Ce que je puis dire aussi, c'est que les Ivoiriens doivent comprendre une chose. À l'aube du 21e siècle, il y a de nouvelles formes de guerre, dont la guerre hybride, où on utilise le politique, où on utilise l'économique, où on utilise l'information pour déstabiliser un adversaire. Donc, il faut faire très attention. Moi, je salue le lanceur d'alerte qui a pris le soin de lancer cette alerte-là. Parce qu'aujourd'hui, il y a un éveil de conscience chez la population ivoirienne. Vous avez vu que certains jeunes ont quand même voulu tracer le bateau. Donc, c'est pour dire que les citoyens, on a un rôle à jouer dans l'équilibre social et dans la sécurité de notre pays. Daouda, votre commentaire? À l'aune de tout ce que je viens d'entendre, je me rends compte que ça me rappelle en fait un adage qui dit que quand on a été mordu une fois par le serpent, quand on voit le ver de terre, on est assez craintif. Et comme tu le dis si bien, je salue le lanceur d'alerte, Jean-Christian Conan, et toutes ces personnes-là, parce qu'aujourd'hui, grâce à lui, aujourd'hui, tous les Ivoiriens, je dis, la grande majorité des Ivoiriens savent tracer désormais un bateau. Voilà. On savait tracer des colis par une entreprise de transport. Maintenant, on sait tracer un bateau. Mais quand je finis de dire cela, en fait, Barry a dit quelque chose qui est important. On est dans une situation très critique en Côte d'Ivoire. Nous ne nous voilons pas la face. Beaucoup de personnes aujourd'hui, les ennemis du progrès, comme tu aimes si bien le dire, certains ennemis du progrès voudraient voir la Côte d'Ivoire sombrer. Donc, les gens sont prêts à utiliser toutes les formes tous les moyens pour y arriver. Pourquoi tu fais référence à cela, Daouda? Pourquoi est-ce que je fais référence à cela? Parce que lorsque le lanceur d'alerte a lancé l'information, mais l'affaire est partie dans tous les sens. C'est allé dans tous les sens. Or, il faut prendre, quand on a une information, il faut prendre du recul sur l'information pour regarder l'information dans sa globalité. Est-ce que justement, on a déjà fait l'historique du bateau? Non, je ne parle pas d'ici, je ne parle même pas d'ici. Je parle de tout ce qui a été lu durant ces 2 ou 3 jours avant qu'on en arrive ici sur ce plateau. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que ce n'est pas un déchet toxique. Le nitrate d'ammonium, il est utilisé par, qu'on appelle ça, dans l'agriculture. Quand on sait que notre pays, le succès de ce pays repose sur l'agriculture, je pense qu'on a besoin d'engrais. On a besoin de, comment on appelle ça, de bitume, c'est aussi utilisé dans ce domaine-là. On a aussi besoin on a le plus grand gisement aurifère en Côte d'Ivoire, c'est utilisé aussi dans cela. Maintenant, c'est un produit qui est réglementé. Donc ça veut dire que ça peut rentrer. Dieu merci, Élysée nous a donné les 2 fois ou 3 fois où c'est rentré en Côte d'Ivoire, où ça a été traité. Il n'y a pas eu de problème. Maintenant, ce qu'il faut savoir. 20 000 tonnes 2023, 38 000 tonnes 2024. Voilà. Et là, on ne parle que d'à peine 7 000 tonnes selon le dernier communiqué qui vient, 7 600 qui vient d'arriver. Mais, Christelle, la cargaison qui était destinée à la Côte d'Ivoire, en fait, était destinée à l'agriculture. Et maintenant, il faut faire le distinguo. Les gens ont vite fait de faire le parallèle entre celui de la Côte d'Ivoire et celui du Liban. De Beyrouth. Ouais. De Beyrouth, justement. C'est que le nitrate d'ammonium qui était destiné à la Côte d'Ivoire, c'est pour l'agriculture. Mais celui qui était destiné au Liban, c'était pour fabriquer justement des explosifs. Il faut le dire aux gens. Maintenant, je sais que d'aucuns nous diront, oui, c'est le même composé chimique et autres. Mais il est important de leur rappeler qu'on a tous fait un peu de chimie à l'école. Et donc, pour ce qui est le nitrate d'ammonium qui est destiné à l'agriculture, généralement, il y a d'autres substances qui y sont mélangées, notamment du phosphate et de la sulfate, pour réduire en fait cette sensibilité. Et en matière de sécurité, justement, pour ne pas que, en fait, ça puisse devenir un explosif, généralement, comme on le dit si bien, il y a des inhibiteurs qui y sont ajoutés et son stockage n'est pas le même que le nitrate qui est utilisé
dans le cas des explosifs. Nous, en tant qu'hommes des médias, même les lanceurs d'alerte, nous avons un rôle de pédagogie. Nous avons un rôle d'éduquer, d'informer. Même si on est en train de, on divertit les gens, il faut leur donner la bonne information. Il ne faudrait pas aller dans tous les sens, aller ameuter les gens. Et c'est là où je dis, je prends les propos de Barry à mon compte. Parce que le communiqué de 2 jours du port autonome d'Abidjan, mine de rien, a créé en fait une situation de psychose généralisée. Comment cela, Daouda? Non, puisque on nous parle de 20 000 tonnes de nitrate d'ammonium qui sont dans les eaux ivoiriennes. En rade d'Abidjan. Voilà. Mais En rade quand tu nous dis, dans 1 jour, bien 2 jours, on va tenir une réunion urgente. Je vous parlais tout à l'heure du serpent qui vous a mordu. Donc quand les gens se rappellent de la situation de Beyrouth, automatiquement, ça ravive cette situation de Beyrouth. Mais au-delà de la situation de Beyrouth, ça ravive encore le problème du Probo Koala. Donc tout le monde est là. Est-ce que ça ne nécessitait pas justement qu'il y ait donc une séance d'urgence avec il aurait tout simplement fallu, pour les experts, puisque c'est des produits que vous avez déjà traités, ce n'est pas une fois, ce n'est pas 2 fois, mais c'est à plusieurs reprises que vous l'avez traité, que des experts sortent l'expliquer aux gens. Et c'est là où j'attire l'attention aujourd'hui. Je n'ai pas envie de dire le port seulement, parce que quand je regarde la pléthore de personnes qui étaient à cette réunion-là, quelqu'un devait sortir pour expliquer. Des structures, bien sûr, de l'État de Côte d'Ivoire. Oui, quelqu'un devait au moins sortir pour expliquer non, il n'y a pas le feu à la demeure, tout va bien, rassurez-vous, tout et tout. Je pense que... Pour communiquer. Voilà, pour communiquer. Et c'est là où je dis souvent de fois, le gouvernement de Côte d'Ivoire, les ministères techniques en Côte d'Ivoire manquent en fait de dextérité en matière de communication pour expliquer. Parce que quand les choses sont bien expliquées aux Ivoiriens, il n'y a aucun problème. Qu'auriez-vous souhaité, Daouda? Vous estimez que le premier communiqué donc, du port qui disait qu'il y aurait une séance de travail ce matin n'était pas nécessaire? C'était pas nécessaire. Pourquoi? Non, c'était pas nécessaire. On va tenir une réunion urgente, ça veut dire que tu n'as pas d'information. Mais c'est toi qui es en charge de la fête, tu n'as pas d'information, mais ce n'est pas moi qui suis chez moi qui vais rester serein. Or, le communiqué devait en fait plutôt séréniser les Ivoiriens. Il n'y a pas le feu à la demeure, on l'a déjà fait 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Et au-delà de tout, oui. Bon, le premier communiqué, tu m'as dit on va tenir une réunion urgente sur cette affaire. Mais pendant que le produit il est là, comment est-ce que tu veux que les gens réagissent? Voici mon point en fait. Voilà. Marius Komoé, réaction justement sur tout ce que vos collègues ont eu à dire sur le plateau? Je pense que le tour a été fait, tout a été dit. Seulement, il faut ajouter que, contrairement à ce qui s'attendait à être le mieux partagé dans l'opinion publique, il faut dire que la situation de Beyrouth, donc du Liban, est totalement différente de ce que nous vivons à Abidjan. En effet, au Liban, le nitrate d'ammonium qui avait été stocké au port de Beyrouth l'a été pendant des années et dans des conditions inadéquates. Il est arrivé au port de Beyrouth en 2013, l'explosion a eu lieu en 2020. Voilà. Donc pendant des années, on stocke du nitrate d'ammonium dans un port dans des conditions inadaptées avec une chaleur suffocante allant jusqu'à 200 degrés Celsius, mais c'est tout à fait normal que nous connaissions donc une telle explosion. Mais les autorités ivoiriennes du port autonome d'Abidjan et surtout du ministère des Transports, se servant donc de ce qui s'est passé au Liban, de l'expérience du Liban, ont maintenu le Zimrida loin de nos eaux, très loin de nos eaux. Il n'a même pas eu, le bateau n'a même pas eu accès à nos ports. Ils l'ont maintenu au large des côtes ivoiriennes, le temps justement de s'assurer, de bien voir clair. Et donc nous sommes heureux de savoir que le dernier communiqué qui a réuni l'ensemble des parties prenantes du ministère, des ministères et des structures administratives compétentes, nous atteste que, bien sûr, le Zimrida et sa cargaison ne représentent aucun danger et pour les installations portuaires, mais surtout pour les populations ivoiriennes. Si tel est que le communiqué nous rassure que le port autonome d'Abidjan a l'habitude justement de cet exercice, mais pourquoi nous, qui ne sommes pas des experts en la matière, devrons nous inquiéter là où tous les experts se sont réunis au niveau ivoirien, tous les experts en présence du représentant donc, de l'armateur pour justement traiter de la question. Et donc le communiqué qui sanctionne la réunion de ce jour, eh bien, nous rassure et nous donne une nouvelle vision des choses seulement. Comme l'a dit Daouda,
il faut que l'on réfléchisse sur la façon de communiquer au niveau du port. Le port a des outils de communication, tant privés que publics. Vous avez des structures de communication conventionnelles, mais vous avez aujourd'hui des chaînes de télévision privées comme Live TV. Il faut que le port se saisisse de nos chaînes, de nos médias, pour pouvoir mieux communiquer avec les populations. On ne va pas faire les ventriloques à tout le monde. Ah non, mais bien sûr. Herman, votre commentaire de plus justement sur le sujet, Herman. Ouais, déjà, j'aurais aimé que le communiqué qui sanctionne la réunion d'urgence qu'il y a eu lieu aujourd'hui précise le propriétaire de la cargaison de 7654 tonnes de nitrate d'ammonium. Ça me fait un peu peur. C'est-à-dire qu'on ait les noms de celui qui avait commandé la cargaison. C'est là que je suis un peu inquiet. Qu'on nie un peu, c'est comme une sorte de déni de la dangerosité du nitrate d'ammonium. Je ne sais pas si, tout à l'heure, certains ont essayé de dire que c'est juste un composé chimique ou autre. Mais c'est un composé chimique, c'est un composé chimique qui est délicat dans le traitement, dans son traitement, qui est délicat dans son traitement. Ne pensez pas que c'est vrai que à tout moment, un incident peut survenir. Absolument. Et c'est là que je suis inquiet qu'aujourd'hui, nos paysans soient exposés à l'utilisation d'engrais qui soient à la base de NPK, du nitrate d'ammonium. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas créer des composts? Pourquoi nous, les écologistes, ça je préfère le dire, prendre ma casquette, je trouve qu'il y a des solutions. S'il vous plaît, messieurs, on va l'écouter, on va rigoler. Mais vous voyez, ça fait rigoler. Mais je préfère, je me dis que il y a des solutions durables. Il y a des solutions écologiques et des solutions qui sont moins chères aujourd'hui. Au lieu de prendre de l'argent et trouver de l'argent, faire en sorte que nos paysans, nos producteurs manipulent des produits chimiques, des engrais chimiques. Aujourd'hui, la tendance est aux engrais bio. Aujourd'hui, on a plein de déchets dans nos champs et autres qu'on peut utiliser pour faire des composts, pour faire des engrais biologiques. Pourquoi on ne les fait pas? Et on est obligé de faire des commandes qui sont d'engrais qui sont à la base de produits qui sont très volatiles, très dangereux. Et on le nie ici parce que nous, on pense qu'on a réglé la question. Mais aujourd'hui, on a des jeunes qui n'ont même pas souvent 20 ans qui ont AVC. On ne sait pas d'où viennent les différentes maladies qu'on a. Or, nous, aujourd'hui, on s'assoit sur un plateau télé, on encourage que l'État utilise ces engrais qui sont biochimiques. Et lorsqu'on propose que l'État change de paradigme en utilisant des engrais bio, en privilégiant ces engrais bio qui sont des solutions durables, écologiques, c'était un riz. Et c'est ça qui fait que je suis un peu inquiet. Je suis resté très silencieux. Quand j'ai vu la paille, effectivement, le nitrate d'ammonium peut ne pas constituer de danger maintenant. Mais est-ce qu'on voit l'impact sur la santé des populations, l'impact sur les paysans qui manipulent au quotidien ces engrais chimiques? Voilà la question que je pose. Je préfère laisser les intellectuels sur ce plateau à répondre. Non, tout le monde est intellectuel et vous en êtes également. Élisée, vous demandiez la parole sur le point d'Herman. Oui, je pense que j'ai écouté Herman. Je pense qu'il ne faut pas faire de confusion. Celui qui a commandé ce produit-là, ce n'est pas l'État de Côte d'Ivoire. Il faut déjà faire la part des choses. Voilà. L'État de Côte d'Ivoire qui lui a donné l'autorisation. Permettons, Herman. Quelqu'un qui se lève pour aller faire du commerce et il prend l'autorisation de l'État de Côte d'Ivoire. Ça ne veut pas dire que c'est l'État de Côte d'Ivoire qui vend la marchandise. Voilà. Donc ça aussi, c'est aussi simple à comprendre. Donc, il faut déjà préciser les choses. Ce n'est pas l'État de Côte d'Ivoire qui est le commandeur de cette cargaison-là. C'est un client et c'est bien précisé dans le communiqué. C'est un client, c'est donc un privé. Et il dit ici que ces produits-là rentrent dans la fabrication de l'engrais. On n'a pas dit ce produit-là tel qu'il est. C'est-à-dire qu'il sort de la cargaison, il devient un engrais. Il les sert à la fabrication d'engrais. Il sert aussi dans l'industrie minière. Ça veut dire qu'il ne sort pas comme ça et puis on s'en va le mettre dans les mines. Il fait l'objet d'un traitement. Et je veux, tu vois, en fait, moi je veux quand même qu'à un moment donné, vous savez, si nous-mêmes, à un moment donné, on ne peut pas nous-mêmes nous faire confiance, ça devient compliqué. Le nitrate d'ammonium, là, ça a été rappelé ici. En 2023, là, le port en a traité, a reçu 20 000 tonnes de nitrate d'ammonium qui a été conservé, c'est parti. Est-ce que depuis 2020, là, vous avez entendu, ou bien 2023, vous avez entendu ici quelque part, on a dit qu'il y a eu un souci sur le nitrate d'ammonium? En 2024, ils ont traité 38 000 tonnes. Ça veut dire déjà, il y a une habitude
qui est faite dans le traitement de ce produit-là. Ça, c'est important de le rappeler. Et les privés qui viennent là, c'est des opérateurs économiques. Donc, il faut une commande. Maintenant, l'État a pour responsabilité de veiller à ce que ce qui est commandé, qui rentre sur le territoire, ne soit pas dangereux ou ne soit pas un danger pour les populations. Et c'est ce rôle-là que l'État joue en ce moment précis. Quand on dit qu'on est fier du lanceur d'alerte, il a joué son rôle. Mais pendant qu'il a joué son rôle-là, les responsables étatiques aussi ont joué leur rôle pour aller contrôler. Et aujourd'hui, venus nous dire que avec toutes ces structures qui ont été citées là, on ne peut pas me dire qu'on les a toutes manipulées quand même. Vous venez dire aujourd'hui qu'il n'y a pas de danger et même qu'ils ouvrent l'opportunité. Là, on est là, tout le monde est là, on dit demain à 9h, là, on ouvre le bateau, toute la presse peut venir. On peut partir regarder. Pour nous-mêmes nous rendre compte de ce qui est fait, de ce qui est dit, si c'est vraiment ça ou pas. Le point d'Herman, il va peut-être le porter, le point d'Herman de la transition écologique. Je n'en suis même plus au débat sur la cargaison qui est là. J'en suis à un débat où il faut faire une option, une décision politique responsable sur la question de la protection de l'environnement et d'opter pour une agriculture durable. C'est de ça que je parle. Et pour une agriculture durable, on n'a pas besoin d'engrais chimiques. C'est lorsqu'on est incapable, souvent, qu'on fait appel à ces produits-là. Moi, je parle de l'amateur. Pourquoi du propriétaire de la cargaison, du produit commandé? Pourquoi est-ce qu'on cache dans le communiqué, on ne précise pas son nom? Parce qu'aujourd'hui, on est conscient que c'est sa commande-là qui pose problème et l'État est sur une sorte de pied de guerre. Ce que je dis, il faut changer de paradigme. Je ne parle pas de cette situation-là. Pour éviter ce genre de situation, il suffit d'opter pour une agriculture durable avec des engrais autres qui sont bio et qui sont beaucoup plus économiques, qui vont mieux protéger nos populations, qui vont mieux protéger même les produits qui sortent de nos champs, de nos plantations. Très bien, Herman. Mais l'État n'est pas sur le pied de guerre. Hein. Je pense qu'il n'y a pas de danger à la matière. Le conseil d'urgence. Oui. Daoud, vous vouliez la parole. Ensuite, Marius et Barry. D'accord, merci beaucoup Christelle. Je pense que Élysée a véritablement porté le point, mais je pense que pour ce sujet-là, Herman, en tant qu'écologiste, je comprends son plaidoyer. Je suis sûr et certain que son cri de cœur a sûrement été entendu, mais c'est ensemble qu'on va pouvoir y arriver. Mais bon, il faut sortir ce sujet-là des émotions et le traiter froidement. Ici, l'information, c'est qu'il y avait une cargaison au large d'Abidjan. L'affaire a été traitée par les autorités. Il n'y a pas le feu à la demeure. Et si on est passé à autre chose. Et demain, la presse on pourra parler de l'écologie. Je te sais très porté sur les questions, tout ce qui est vert. Mais bon, ça, je pense que Barry en a déjà parlé. Franchement, nous sommes un pays en croissance. Vraiment, on ne va pas mettre notre croissance en reste pour ces situations-là. Mais voilà. C'est un point qu'il faut. Non, c'est un point, c'est un plaidoyer. Donc voilà, il faut sortir juste les organes pour en parler froidement. Ça veut dire quoi sortir les organes? Il faut sortir les émotions. Très bien. Voilà. Marius, expression camerounaise. Oui, en fait, je voudrais dire tout simplement qu'il faut qu'on se souvienne et sinon on connaisse réellement comment ça fonctionne au port autonome d'Abidjan. Hier, quand il était question naturellement de dénoncer les 900% d'augmentation des taxes, nous n'avons pas porté de gants pour le faire. Mais il s'agit ici d'une question qui a suscité un certain nombre d'intérêts au niveau national. Au point que, regardez, la liste de ceux qui se sont réunis. Voilà, ce n'est pas tous les jours qu'on voit tout ce monde-là se réunir simplement parce qu'un bateau veut venir accoster et on a maintenu au large de nos côtes le temps de vérifier. Bon, l'État te dit, on a l'habitude de traiter ça avec le port autonome d'Abidjan. Le produit a l'habitude d'être traité et reçu à Abidjan jusqu'à ce que ça soit mis à la disposition de nos paysans. C'est partout dans le monde. On dit le bateau quitte Abidjan, ça s'en va en Angola, ensuite en Tanzanie. Mais avant même ces trois pays, y compris la Côte d'Ivoire, le bateau a fait aussi d'autres pays. Bien qu'en Europe du Nord, on n'a pas voulu recevoir le bateau, mais c'était lié justement à l'avarie d'une partie de sa cargaison. Mais cette cargaison a été traitée. Il faut qu'on ne fasse pas de l'amalgame et qu'on discute pour discuter. Le port, là, c'est des Ivoiriens qui travaillent là-bas. Ce n'est pas d'autres personnes. Et eux aussi, tous ceux qui passent au port et qui rentrent sur le territoire national, eux aussi, ils ont des parents, des frères, eux-mêmes consomment ça. Donc souvent, moi, je suis sur un plateau de télé,
je n'aime pas très souvent rentrer dans des débats inutiles, comme s'il faut toujours plomber. Non, il faut toujours dire les choses telles qu'elles doivent être, sans parti pris et de façon impartiale. Le port a fait un très bon travail sur ce dossier-ci et il faut le féliciter. Très bien, il n'y a pas de débat inutile. Hein. Toutes ces contributions permettent justement d'éclairer la lanterne des téléspectateurs. Barry, vous demandiez la parole. Bon, en fait, ce que je voulais dire, c'est que toute activité humaine contient des risques. Ça, c'est un fait. Personne ici ne nie la dangerosité du nitrate d'ammonium lorsque celui-ci est maltraité. Mais il faut préciser, on court le risque lorsqu'il n'y a pas de traitement adéquat. Quand il y a un traitement adéquat, le nitrate d'ammonium est utile pour la société. Maintenant, revenant aux questions d'écologie, aux questions de développement durable, je comprends Herman, c'est sa posture d'écologiste. Je vais plutôt l'encourager à vendre son rêve, parce que c'est un rêve pour moi. J'espère qu'il deviendra réalité. Mais je voudrais aussi, au passage, lui dire que c'est dans certaines plantations en Côte d'Ivoire que moi j'ai parcouru, il y a quand même des engrais bio qui sont utilisés. Maintenant, revenons au nom du propriétaire de la cargaison. Pour moi, il n'est pas important. Il n'est pas important pourquoi? Parce que quand vous donnez son nom, avec toute la psychose qui a tourné autour de cette cargaison, vous risquez de plomber son entreprise. Et je pense que les services de l'État ont bien fait de ne pas donner le nom. Parce que demain, si on donne le nom, je prends un exemple banal, X boutique. Mais demain, quand les gens vont passer, il y a le traumatisme du Probokwala, il y a le traumatisme de Beyrouth, même si on n'était pas au Liban. Ah, ils vont dire de façon triviale, mais ce n'est pas lui-là qui a envoyé déchets toxiques. Là. Vous voyez, c'est des pertes de capitaux et l'entreprise va faire faillite et ce sont des employés qui vont perdre leur travail. Donc, il faut tenir compte de ça quand on demande à ce qu'on donne le nom de X ou d'Y. Merci en tout cas, messieurs, de vos différentes réactions sur le sujet. Regardons ce qui s'est passé du côté de l'hôpital mère-enfant de Bingerville. Grace et Marie, c'est le nom donc des sœurs siamoises qui ont été finalement séparées après une opération de 17 heures qui a duré 17 heures. Et finalement, elles vont se regarder, elles vont pouvoir se tenir la main, marcher la main dans la main sans être rattachées par l'abdomen. Messieurs, réaction sur cette très bonne nouvelle, Herman? C'est une bonne nouvelle. Je pense que je suis heureux déjà pour la mère. Hein. J'ai écouté ses propos avant même l'intervention chirurgicale. Et puis après, c'est une très bonne nouvelle. Sauver la vie de deux petites filles, comme ça leur permettre de rêver d'une croissance plus ou moins régulière. Maintenant, quand je vois que j'aurais aimé que l'opération se réalise dans l'un de nos CHU qui pourrait peut-être rivaliser en termes de plateau technique avec l'hôpital mère-enfant. Donc c'est mon vœu. Hein. Je souhaite que toute la Côte d'Ivoire, à l'intérieur du pays, même à Bouaké, partout, parce que la dame, je crois qu'elle était à l'intérieur du pays, elle a dû venir à Abidjan pour le faire, que partout en Côte d'Ivoire, qu'on ait les plateaux techniques de pointe. Et qu'on ait aussi des médecins, des chirurgiens qui soient d'une certaine expertise affirmée. Parce qu'on a vu que c'était avec une équipe de médecins. Avec un chirurgien pédiatre ivoirien. Voilà, donc c'est à saluer. Voilà. Donc mon vœu pour accompagner cela. Et c'est le docteur Maxime Kofi, justement chirurgien pédiatre ivoirien, qui a participé aux côtés donc, de praticiens européens venus pour spécialement pour l'opération. On va dire opération historique avec un succès retentissant. Toutes les chaînes en parlent, Barry. Justement, c'est une très bonne nouvelle pour la maman et pour les enfants. Malheureusement, souvent, il y a certains cas où on n'arrive pas à sauver les enfants, mais là, heureusement qu'on a pu avoir une solution. Moi, je me souviens que le samedi dernier, j'en discutais avec un ami qui est chirurgien. Je lui avais demandé quels étaient les risques quand il s'agit d'opérer des siamois. Et là, il me disait, par exemple, que si on fait d'abord une analyse pour voir s'ils n'ont pas un seul organe, par exemple, s'ils ont un seul cœur pour les deux enfants, ça devient plus difficile. Et là, je pense que l'opération était prévue pour 6 heures. 6 heures et on est allé jusqu'à 17 heures. On voit que c'est sensible et c'est quelque chose de vraiment complexe. Moi, je voudrais saluer les médecins qui ont sauvé ces deux vies-là et profiter aussi pour rappeler et encourager le ministère de la Santé pour qu'on puisse encore investir dans la formation et dans le capital logistique.
parce que ce sont les deux qui peuvent nous permettre de réaliser ce genre d'opération. Élisée, votre commentaire? Oui, moi, bon, en attendant bien évidemment qu'on ait les détails de cette intervention-là qui est prévue, selon mes informations, le 6. Bon, aujourd'hui, il y a eu un point voilà un point du professeur Sylvia qui a donné plus ou moins des détails que j'ai pas. Directrice médicale et scientifique de l'établissement. Voilà, que je n'ai pas sous les yeux, mais je crois que le temps qu'on prenne connaissance de tous ces détails-là, moi, je suis déjà de saluer je veux dire, cet exploit médical-là, parce que ce n'est pas évident. La séparation des Siamois, même sous d'autres cieux, dans les pays même où on dit que la médecine est développée, où le plateau technique est vraiment de pointe, souvent ça n'a pas été des opérations qui ont forcément été réussies. Donc le fait de l'avoir fait ici, même c'est vrai qu'il y a eu l'assistance d'une équipe venue de l'extérieur, et avec des équipes sur place qui ont fait le travail, mais c'est déjà quelque chose de satisfaisant. Ça veut dire qu'on a aussi à notre niveau des spécialistes, quand même des compétences qu'il faut valoriser. Aussi à côté, je salue l'initiative en tout cas de l'hôpital Mère-Enfant. Moi, je le dis sans faux fuyant, ça a été une très belle idée portée par la première dame, et ça je ne le dirai jamais assez. Je salue vraiment cette vision-là d'avoir initié cet hôpital-là et d'avoir permis son existence. D'aucuns diraient, c'est l'époux du chef de l'État, ils ont les moyens, mais bon, on est en Côte d'Ivoire depuis 1960 aussi, que la Côte d'Ivoire est indépendante. Voilà, donc il y a d'autres qui ont été épouses des chefs d'État qui auraient donc pu faire ça aussi. On n'a pas vu. Donc il faut quand même lui reconnaître le travail qui a été accompli et lui dire aussi infiniment merci pour ça. Il permet aujourd'hui d'avoir un hôpital de pointe et qui évolue et qui nous donne vraiment des résultats probants. C'est vraiment ce que je veux dire. Alors Daouda, la mère Charlène qui était obligée de cacher ses enfants pour ne pas les montrer en grand public aujourd'hui peut pousser un gros ouf de soulagement grâce à cette opération-là. Moi, j'ai été très ému, et surtout quand j'ai vu ces deux enfants dans les mains, une ici et l'autre là, c'était vraiment beau à voir. Mais ce qui m'a véritablement le plus marqué, en fait, c'est l'implication profonde de la première dame, parce que, à la vérité, moi, c'est sur sa page Facebook que j'ai suivi tout le processus, en fait, parce que quand tu vas sur sa page, elle expliquait au fur et à mesure. Et je pense qu'aujourd'hui, même elle a rendu visite. C'est vrai que d'aucuns diraient qu'ils auraient voulu que ce soit au CHU de Cocody ou au CHU de Treichville. Mais bon, je pense que c'est une expertise qui va forcément tomber dans l'escarcelle de l'État de Côte d'Ivoire. Parce que pour qui connaît l'hôpital mère-enfant, moi, pour y avoir accompagné des gens, je vois des gens sans ressources aucune qui sont pris en charge gracieusement. Et je mets quiconque au défi de dire le contraire. Allez-y et testez. Ça, je le dis clairement. Et je pense que au-delà du fait que les deux experts qui soient venus en Côte d'Ivoire pour aider à l'opération, mais c'est une expérience que les médecins ivoiriens, les médecins pédiatres ivoiriens qui ont participé à cela, ils ont pu acquérir en fait aujourd'hui. Je pense que tu parlais de formation justement, c'est une expérience qui peut être partagée avec d'autres médecins pédiatres. Et c'est là où je dis que c'est le lieu pour le ministre Demba, que j'ai aperçu aujourd'hui quelque part au plateau, de lui dire de miser beaucoup dans la formation de nos médecins. Parce que je ne le dirai jamais assez. Quand je parle des médecins, je ne sais pas si tu sens qu'il y a beaucoup d'émotions. Parce qu'on a tendance à minimiser tout ce qui est hôpital public en Côte d'Ivoire. Mais moi, je dis aux Ivoiriens, allez-y dans les hôpitaux publics. Les soins y sont de qualité. Même si ça n'a pas atteint le top level de, comment on appelle ça, de la pitié salpêtrière. J'espère que c'est comme ça. C'est ça. Voilà. Mais aujourd'hui, sincèrement, la salpêtrière. Voilà. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, nos hôpitaux publics rivalisent avec tout ce qui est comme clinique publique, privée en Côte d'Ivoire. Ça, il faut le dire. Souvent, il faut éviter de jeter l'opprobre sur nos médecins. Parce que ce sont les mêmes médecins qui sont dans les cliniques privées. Et ce sont les mêmes soins. Et c'est un sacerdoce qu'ils ont pris. C'est un serment qu'ils ont pris. Le serment d'Hippocrate, celui de sauver des vies. Voilà. Évitons de jeter l'opprobre sur ces personnes-là. Marius, comment est votre commentaire justement sur cette bonne nouvelle et justement l'action menée par la Première Dame de Côte d'Ivoire? Non, très bonne nouvelle. Vous savez, une séparation réussie d'une telle envergure ouvre de nouvelles perspectives pour la prise en charge d'ailleurs des bébés, surtout siamois, en Afrique de l'Ouest. Parce que c'est une première dans la zone, dans l'Afrique de l'Ouest, qu'on arrive à séparer des bébés siamois. D'ailleurs, l'opération qui était prévue pour, je crois, 4 ou 6 heures a duré 17 heures.
Et donc, c'est une prouesse et ça a été un travail de longue haleine réussi par non seulement nos pédiatres qui ont assisté ces 2 médecins européens qui sont venus naturellement leur apporter leur expertise. Et je crois, et c'est ce que disait Daouda Ibari, il faut miser sur la formation des hommes. Et je pense que les Ivoiriens peuvent être fiers de leur centre de santé. Aujourd'hui, on a l'hôpital mère-enfant, mais il a dit, Daouda, en dehors de l'hôpital mère-enfant, nous qui faisons très souvent des enquêtes de proximité pour voir un peu ce qui se passe dans l'exercice de la fonction dans l'exercice même de la gestion de la chose publique. Dans la gestion de la chose publique, nous savons que nos hôpitaux, de plus en plus, sont véritablement équipés. Je l'ai dit souvent sur ce plateau. On peut hier... Et parce que, vous savez, moi je vais vous dire... Dites-nous, Marius, comment... Moi, en 2003, où je suis rentré dans le mouvement consommateur, je le dis en regardant tout droit Herman Aboua, jusqu'en 2011, nos hôpitaux étaient véritablement des mouroirs. Pourquoi, Herman et je peux vous faire... Marius, comment... Pourquoi, Herman? Non, parce qu'il souriait tantôt quand je parlais. Et je vais vous dire que de 2011, moi, je ne rentre pas dans vos jeux politiques. De 2011 à ce jour, les choses ont largement changé. Je vous disais ici hier qu'on avait un seul scanner de 2000 à 2011. Et on en a combien maintenant? On en a une 14 à 15. C'est déjà suffisant. Vous connaissez le prix d'un scanner? Hier, tu avais un. Aujourd'hui, tu en as 15. Vous connaissez le prix d'un scanner? Ah, mais si ce n'était pas aussi cher, pourquoi de 2000 à 2000, si ce n'est pas si cher, pourquoi de 2000 à 2010 jusqu'à 2011, on avait un seul? Je n'étais pas dans l'action du gouvernement. Mais ne nous ramenez pas toujours avec des sourires inutiles. Moi, je vous dis une chose, je ne suis pas sur ce plateau pour jouer le jeu des politiques. Je suis sur ce plateau pour compter les réalités des Ivoiriens. Vous le faites, les réalités, mais je le fais très bien d'ailleurs. Les réalités des Ivoiriens, c'est qu'aujourd'hui, il faut aller dans les centres de santé publics. Il a invité les Ivoiriens à aller dans les centres de santé publics. Et nous les invitons effectivement à le faire. Moi-même qui vous parle, je fréquente les centres de santé publics, bien que j'ai une carte d'assurance dans le privé. C'est là que Daouda vous dit pas d'émotion. Merci beaucoup. Non, il n'y a pas d'émotion. Loin de l'émotion, c'est ça dans ta gorge. J'ai une carte d'assurance dans le privé, mais je fréquente les hôpitaux publics. Merci beaucoup. Moi-même. Merci beaucoup, messieurs. Merci, c'était très beau. Merci beaucoup. Nous allons donc continuer le temps qu'on nous fasse signe pour le journal. Barry, pas sur les hôpitaux, pas sur les... Non, pas du tout. Moi, je voulais plutôt parler du cas de la mère. Elle a évoqué la situation. On sait tous la perception des gens face à des situations sociales qu'ils n'ont pas l'habitude de voir. Ce n'est pas tous les vendredis, ce n'est pas tous les jeudis qu'on voit des bébés siamois. On sait la construction idéologique de certaines maladies ou de certaines déformations dans notre société. Souvent, on a tendance à dire que ce sont des enfants sorciers. Et si vous ne faites pas attention, les gens risquent de vous agresser et tuer les enfants. Donc, ça a été une période très difficile pour elle. Et c'est un dénouement. Et c'est aussi le lieu d'interpeller chaque citoyen. Face à une situation anormale, il faut savoir se contrôler. Il faut savoir que souvent, les mamans qui mettent au monde des enfants victimes de déformations ou des enfants avec une certaine maladie, ce n'est pas leur volonté, ce n'est pas leur souhait, mais c'est une réalité à laquelle elles sont confrontées au quotidien et souvent, ça peut entraîner des dépressions. Donc, si on ne peut pas soutenir la personne, vraiment, il faut laisser la personne tranquille. C'est ce que je voulais rajouter. En tout cas, c'est un très, très bon point. Moi, j'ai vu un cas comme ça. Lequel? Moi, j'ai vu un cas comme ça à Katoula, quand je suis parti d'un orphelinat. On était allé faire des dons. J'ai été surpris quand le prêtre me disait que la plupart des enfants qui sont ici, il y en a qui sont nés avec des déformations, ou bien la mère a perdu la vie en couche. Et dans certaines cultures, quand la mère perd la vie en couche, dans leur jargon, on dit on va accompagner l'enfant. Qui serait donc à l'origine du... C'est un enfant sorcier, c'est un enfant démon. Je pense que dans nos cultures, il faut qu'on sorte de cela parce qu'il y a une dame que je suis sur TikTok dont l'enfant est tétraplégique. La seule chose qui bouge sur son corps, c'est sa tête. Mais malgré tout l'amour que cette femme donne à son enfant, le bien-être qu'elle donne, mais comment se fait-il que chez nous en Afrique, il n'y a pas de choses qui soient juste, c'est une maladie simple, qui peut s'expliquer, c'est raisonnable. Ok, c'est pas en Afrique. Non, la dame n'est pas en Afrique. Okay. Mais pour ce qui s'est passé à Katoula, là vraiment, dans l'orphelinat, les 3 quarts des enfants, certains avaient des déformations, soit au niveau du pied, soit au niveau de la main, soit parce que la maman est décédée, on devait les accompagner. Et donc le prêtre les a
tous récupérer. Il a fait une très belle action. On termine avec vous avant d'aller au journal. Oui, je pense que ce que Daouda dit, on verrait cela changer de plus en plus si on a des exemples qui se multiplient. Exactement. Quand les citoyens sauront que la médecine aujourd'hui, c'est-à-dire les plateaux techniques que nous avons dans nos pays, sont capables de réaliser de telles prouesses, vous verrez que finalement, les gens n'auront plus peur. C'est parce que durant de nombreuses années, quand les situations se présentaient, il n'y avait vraiment pas d'issue. Mais aujourd'hui, ici, on sait qu'il y a cette possibilité-là de pouvoir soigner, d'arriver à un dénouement qui soit des plus heureux. Vous verrez que de plus en plus, la mentalité va changer et les gens auront plus le réflexe d'aller vers les centres de santé rapidement quand ils sont face à une telle situation. Merci beaucoup, Élisée, pour votre point. On se retrouve en seconde partie. Nous parlerons de la réinscription du président du PPACI, Laurent Gbagbo, sur la liste électorale. Il estime, en tout cas, il est confiant de l'implication de l'ONU quant à cette issue-là. À tout de suite. Merci d'être avec nous pour la seconde partie de ce temps d'antenne. Nos amis, nos talkies sont toujours en notre compagnie, à l'exception de Daouda qui nous a quittés. Donc Herman, Élisée, Marius, Barry sont avec nous. Alors nous l'annoncions avant d'aller au journal. C'était donc le samedi 4 dernier, lors du comité central de son parti, que le président du PPACI affirmait que l'ONU, l'Organisation des Nations Unies, avait adressé une lettre, un courrier à l'État de Côte d'Ivoire recommandant son inscription sur le listing électoral. Nous prenons donc l'avis de nos amis sur ce plateau sur le sujet. Herman, commençons par vous. Sa réinscription sur la liste électorale, je pense que c'est même une exigence. C'était le point central de toute l'action aujourd'hui du PPACI. Donc, ce n'est pas nouveau qu'ils reviennent là-dessus. Maintenant, on peut commenter le fait qu'ils disent que l'ONU aurait écrit au président Ouattara pour l'évoquer. Bon, je pense qu'il rentre peut-être dans le style où on a fait par plusieurs ici référence à l'ONU et autres, mais en tant que souverainiste, je ne sais pas dans quel contexte il le disait, mais en tant que souverainiste, ce n'est pas à lui, Laurent Gbagbo, d'inviter l'ONU à une exigence qui n'est que ivoirienne, parce que c'est ce qu'on, par le passé, lorsqu'il y avait la crise, c'est ce qu'on a vendu. Il faut que les Ivoiriens peuvent régler leurs problèmes eux-mêmes et non pas convoquer d'institutions ou bien d'organismes extérieurs à cela. Mais donc, comme je dis toujours, souvent, il fait ces parades-là en rigolant ou bien en ironisant. Donc, comme je n'étais pas présent dans la salle pour savoir dans quel contexte il a présenté le ton, peut-être. Et le ton, voilà. Donc, je me dis, c'est tout à fait normal qu'au niveau du PPACI, ils ont choisi que l'option première aujourd'hui principale pour eux, c'est de faire en sorte que le président Laurent Gbagbo, qui est le candidat choisi à une convention, que son nom soit réinscrit sur la liste électorale. Surtout qu'avec tout ce qu'on sait de l'environnement juridique et autres, plus ou moins, c'est normal que Laurent Gbagbo figure là-dessus. Maintenant, est-ce qu'il faut opter pour un bras de fer ou la médiation politique? Ça encore, c'est un autre débat. Élisée Boloube, les partis impliqués donc, sont des partis très sérieux. L'État de Côte d'Ivoire, l'ONU, le président Laurent Gbagbo lui-même, Herman disait, il ne sait pas dans quelle atmosphère l'annonce a été faite. Vous, quel est votre regard justement? Quel commentaire vous en faites? Ben, on a été tous surpris. Hein. Moi, je dis, ma première réaction était une réaction de surprise. Quand on connaît plus ou moins, je dis, les propos de Laurent Gbagbo à l'endroit, notamment de la communauté internationale, particulièrement de l'ONU depuis 2011, hein, tout ce qu'on sait, la sortie des crises et autres, tout ça, j'ai été particulièrement surpris d'entendre le président Laurent Gbagbo dire que l'ONU a demandé qu'on mette son nom sur la liste et que l'ONU même viendrait le dire de vive voix au président Ouattara. Ça a été une véritable surprise pour moi. Pourquoi surprise, justement? C'est vrai que vous allez donner j'ai expliqué. J'ai dit, quand on voit les propos de Laurent Gbagbo concernant la communauté internationale et particulièrement l'ONU, et ce depuis 2010-2011, avec la crise qu'on a connue, je suis surpris d'entendre M. Laurent Gbagbo dire que l'ONU a fait un courrier. En fait, à la limite, il se satisfait du fait que l'ONU, si effectivement ce qu'il nous dit est vrai, le fait que l'ONU ait fait un courrier au président Ouattara pour dire de mettre son nom sur la liste, il se satisfait d'une telle décision venant de l'ONU. Je suis surpris parce que, pour ce que je sais, comme Herman l'a dit, pour quelqu'un qui a toujours estimé que l'implication même des Nations Unies dans tout ce qui concerne la vie politique ivoirienne a été une atteinte à la souveraineté de la Côte d'Ivoire, l'entendre dire ça, moi, c'est une surprise pour moi. Je suis vraiment surpris de l'entendre. Mais à supposer même que ce qu'il dit soit vrai, moi, j'ai aucun souci
si effectivement c'est vrai, ça veut dire implicitement le président Laurent Gbagbo est donc en train de nous dire que si demain d'aventure la communauté internationale venait à interagir dans la vie politique ivoirienne, il est d'accord. Moi, c'est comme ça que je vois la chose. C'est-à-dire qu'il est désormais d'accord que la communauté internationale interagisse dans la vie politique ivoirienne. C'est ce que ça veut dire, c'est ma lecture. Parce que tu ne peux pas te satisfaire du fait qu'aujourd'hui l'ONU dise qu'on te mette sur la liste électorale et que l'ONU même viendrait le dire au président Ouattara, il n'y a pas de problème. OK, si soit, mais si demain, il arrivait que le processus arrive à un certain niveau et que la communauté internationale, notamment l'ONU, vienne interagir à l'intérieur et dire quelque chose, implicitement, il est en train de nous dire qu'il est d'accord pour accepter cette position. Moi, ça me suffit. Ça me suffit. Si tant est que c'est ce qu'il dit, il n'y a aucun problème. Mais j'estime pour ma part que même si l'ONU devait venir, la voix dite, ou du moins la voix que nous a donnée ici le secrétaire général Jean-Thierry Gervais, à savoir, voilà, à savoir qu'il veut approcher le pouvoir, notamment le Premier ministre, pour ouvrir le dialogue et discuter de la question. Pour moi, cette voie ne doit pas être abandonnée. Elle doit être poursuivie jusqu'à ce que, certainement, elle donne son dénouement, quoi. Selon vous, il faut regarder toutes les voies en interne, il faut les épuiser jusqu'à ce qu'on soit devant le fait accompli, c'est ce que vous dites, avant d'aller chercher une partie internationale. Non, pas moi, pas que je le dise. Moi, je suis d'accord avec cette posture. Mais je veux même m'appuyer sur, la posture de Laurent Gbagbo vis-à-vis des questions étatiques. Il a été toujours formel sur la nécessité pour la Côte d'Ivoire de traiter elle-même ces questions, ces contradictions en interne, ces crises et autres, tout ça. Il y a plusieurs... Les vidéos foisonnent sur les plateaux, sur les débats où il a chaque fois évoqué le fait que les Ivoiriens doivent, ou les Africains doivent régler eux-mêmes leurs problèmes. Ils n'ont pas besoin de regarder ailleurs. Ça, il a toujours dit. Donc, si tant est que cette posture, il la porte jusqu'à aujourd'hui, nous, on est en droit de nous poser des questions. Qu'est-ce qui a changé d'ici là pour qu'aujourd'hui, on ouvre la voie et qu'on accepte que l'ONU s'immisce dans le processus en Côte d'Ivoire? Barry Herman estimait que lui, en tant que souverainiste, c'est une approche qu'il n'applaudit pas. Élysée a dit, il est surpris en tout cas de cette annonce-là. Et vous, quel est votre commentaire, Barry? J'ai envie de dire à Élysée que les positions ont changé. Hier, c'est le président Gbagbo qui était président de la République. Donc, c'est son pouvoir entre griffes qui était menacé. Donc, les acteurs politiques évoluent selon un cadre spatio-temporel et un contexte historique et politique. Hier, il était président de la République. Le président Ouattara et le président BDP à son nom étaient ses challengers. Ce n'est pas la même position. Aujourd'hui, le président Gbagbo est dans la position de l'opposant, qui a son nom, qui n'est pas inscrit sur la liste électorale. Donc, de facto, il ne peut pas compétir aux élections. Donc, dans sa posture, il ne va ménager aucun effort pour atteindre ses objectifs. Si bien qu'il doit écrire au secrétaire général de l'ONU pour régler son problème, il va le faire. Ça, ce n'est même plus une question de souverainisme ou pas. C'est une question d'intérêt politique. C'est une question de contexte politique. Aujourd'hui, il a ce besoin-là. Et peut-être, entre griffes, il se dit qu'il a aussi besoin de rassurer ses troupes. Parce que les gens, ces militants peuvent se poser des questions. Où nous en sommes avec notre position? On a écrit au gouvernement, il n'y a pas eu de réaction. Voilà, et tout. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Donc, le président prend cette posture pour essayer de rassurer ses militants. Donc, de façon stratégique, Barry, lorsqu'on vous entend, c'est normal. Moi, en tout cas, je comprends la situation. Après, on peut trouver que c'est choquant parce qu'hier, il a dénoncé. Mais je dis que les positions politiques, quoi qu'on le dise, ne sont jamais stables. Elles ne sont pas humiliables, elles ne sont pas stables, elles dépendent des enjeux et des intérêts. Très bien. Réaction rapidement. Oui, je comprends ce que Barry dit, mais tu sais, quand Barry tient de tels propos, ça m'amène justement sur la question de l'éthique et de la cohérence dans le discours et dans le débat politique. Ça existe en politique, l'éthique et ça la devrait cohérence? exister, mais pourquoi ça ne devrait pas exister? C'est une question. En quoi la politique devrait se distinguer de l'éthique et de l'honnêteté? C'est ce que j'ai toujours dit sur ce plateau. Pourquoi les hommes politiques ou bien la politique doit se soustraire à tout ce qui est éthique et moral? Il a parlé de l'environnement et des intérêts de l'heure. L'environnement et les intérêts de l'heure. Quel est l'environnement et le contexte aujourd'hui qui fait que hier, on trouvait que quand il s'agit des histoires ou bien quand il s'agit des débats nationaux politiques, on ne doit pas inviter l'extérieur dedans. Et puis aujourd'hui, on doit inviter l'extérieur. Qu'est-ce qui fondamentalement a changé? Juste le fait qu'on ne soit plus au pouvoir, c'est ça? Si c'est juste parce qu'on n'est plus au pouvoir que ça fait changer le discours, c'est que c'est problématique. Très bien. Il y a une question de cohérence et il y a une question Très bien. Rapidement, Herman, parce que Marie va je pense qu'il attendre la parole. ne faudrait pas
trop dramatiser la chose. Parce que n'empêche que, et ça a été clair, ce n'est pas le PPACI ou le président Laurent Gbagbo qui a introduit un courrier qui a fait le courrier, une invitation à l'ONU d'intervenir pour écrire au président Ouattara. Donc il faudrait faire la nuance. Moi, je pense le courrier est parti de qui, le courrier, c'est lui qui a dit que l'ONU aurait envoyé un courrier au président Ouattara pour lui demander. Donc on ne sait pas si le PPACI a fait un courrier, on ne sait pas. Donc voilà, donc je dis, il faut nuancer. Je pense que, si tu permets, pour avoir suivi les 17 minutes de son intervention, sauf erreur de ma part, je pense qu'il a dit que le courrier venait, ils ont demandé à l'ONU d'intervenir. Voilà. Bon, donc le courrier serait parti donc du PPACI. C'est une vidéo de 17 minutes, oui. Très bien, merci beaucoup. Mais ce que je voulais dire à Élysée, moi je comprends parfaitement ce qu'il dit, la vie est éthique et tout. Ça, c'est ce qui doit être. Maintenant, ce qui est là, c'est que les acteurs politiques n'ont pas de position fixe. Aujourd'hui, on peut défendre ça. Demain, on défend autre chose. Eux, ça ne les dérange pas. Le citoyen Élysée Boulougbe peut être dérangé. Mais eux... Je le suis d'ailleurs. Voilà, en 1995, le président Gbagbo et le président Ouattara, d'ailleurs, il l'a rappelé lui-même au début de son intervention. Il faisait copain-copain tous les deux. Quand il est devenu président de la République, il y a eu une distance entre eux. Et on a tous vu, on a suivi l'histoire politique de la Côte d'Ivoire. Donc, c'est pas donc, on comprend bien, l'atmosphère politique n'est jamais stable. C'est clair. Marius Komoué, est-ce que vous êtes surpris, choqué de ce que nous sommes en train de voir? Quelle est votre réaction? Choqué, pas vraiment, mais j'avoue que la situation de l'inscription de la liste, du nom de M. Laurent Gbagbo sur la liste électorale, je l'ai déjà évoqué à maintes reprises sur ce plateau. Oui, tout à fait. Ça ne devrait même pas faire l'objet de débats. Ce d'autant plus que nous avons vécu notre histoire. C'est nous les Ivoiriens, c'est pour nous ce pays. Nous vivons régulièrement notre histoire. Et ces 20 dernières, pour ne pas dire 30 dernières années, nous avons vécu cette histoire tout à fait encore fraîche dans nos esprits. Hier, c'était un ancien Premier ministre, le premier des premiers ministres de ce pays, à qui on disait qu'il n'était pas éligible dans ce pays. Au point même qu'il n'avait même pas son nom sur la liste électorale. D'autres ont pris des armes pour qu'on l'inscrive sur la liste électorale. Cela dit, comment aujourd'hui on peut concevoir que quelqu'un qui a été président de la République pendant 10 ans, on ne puisse pas l'inscrire également sur une liste électorale? Sur la question de l'ONU. Sur la question de l'ONU. Je ne pense même pas, Élysée l'a dit. Et Dieu merci, Herman également, mon frère l'a soutenu. On ne peut pas concevoir que ce soit M. Laurent Gbagbo qui se satisfait d'un écrit de l'ONU à M. Ouattara. Pourquoi ne devrait-il pas se satisfaire de ça? Dès lors que lui-même, Laurent Gbagbo, avait refusé hier les écrits de l'ONU, lui imposant certaines résolutions dans la crise ivoirienne, dans le secret espoir de rechercher la paix, on lui a demandé de faire un certain nombre de choses qu'il avait refusées. Parce que pour lui, ça violait la souveraineté de son pays. Selon le point de Barry, le contexte aurait changé. Quel contexte qui a changé? Aujourd'hui, l'ONU demande qu'on inscrive le nom de Gbagbo sur la liste électorale. Lui, c'est satisfait. Mais M. Ouattara peut lui dire qu'il ne se sent pas concerné. J'ai dit que la question de l'inscription de la liste électorale, du nom de M. Gbagbo sur la liste électorale ne viendra ni de l'ONU, ni d'aucune instance internationale. Ça viendra justement du dialogue direct entre les acteurs politiques ivoiriens. Que M. Gbagbo se lève, va voir son frère, M. Ouattara. Il a dit c'est son frère. Mais qu'il aille voir son frère, qu'il lui dise, mais comment je suis président, j'ai été président, tu m'as transféré en Hollande, je suis revenu acquitté de toutes les charges. Et aujourd'hui, dans mon pays, tu me dis, je ne suis pas votant même dans mon village à Ouragayo. Le problème trouvera solution entre eux. Pourquoi nous mêler, nous Ivoiriens, dans cette affaire? Mais non, mais je vous dis que l'affaire trouvera solution si le dialogue s'ouvre. Donc pas l'ONU. Quelle ONU? Est-ce que lui-même, M. Gbagbo, a accepté l'ONU hier dans ses résolutions? C'est de ça qu'il s'agit. Donc pourquoi voulez-vous que là où lui n'a pas accepté l'ONU et ses résolutions hier, il veut que M. Ouattara accepte les décisions de l'ONU? Et puis où est le courrier? Nous, on n'en a pas encore vu. Je dis ça, je n'ajoute plus rien. Mais quand même, je veux dire, le dire lors du comité central du parti, c'est quelque chose de très sérieux. Mais vous connaissez, vous connaissez les partis politiques.
Mais un communiqué venant de l'ONU, on le produit. Pourquoi ça est dans la reine du secret? Quand nous produisons ce communiqué, c'est M. Laurent Gbagbo qui en a parlé, mais qu'il le produise. Bon, si ce n'est pas encore... Bon, ou bien c'est dans le secret de Dieu, alors il ne devrait pas en faire l'annonce officielle. En tout cas, ça a été fait lors du comité central, donc le samedi dernier. Herman. Moi, ce que je voulais dire à ce niveau-là, il ne faudrait pas que le fait que le président Laurent Gbagbo, conseil souverainiste, évoque une certaine mission de l'ONU dans nos affaires à l'interne ici, je ne voudrais pas que cela puisse cacher la vérité du fait qu'il est en droit de réclamer sa réinscription sur la liste électorale. On ne va pas revenir sur le débat juridique là-dessus. Sinon, les faits pour lesquels on l'a emmené à la CPI, et il a été acquitté totalement de cela. Et ce n'est pas accoutumance que sur les mêmes faits presque, on l'a condamné ici à 20 ans. Après cela. Donc, je veux dire que c'est vrai que on regarde bien de façon la démarche juridique qui permet de dire, bon, il a été condamné et autres, mais le dialogue politique, il évoquait. Mais qui a bloqué le dialogue politique? Le dialogue politique, depuis 2022, c'est le gouvernement qui ne l'a plus relancé. Et je crois bien quand on écoute les leaders de l'opposition, en Côte d'Ivoire, ces leaders ne cessent de réclamer justement ce dialogue politique qui ne va pas régler seulement la question de la réinscription de la liste, sur la liste électorale du nom du président Laurent Gbagbo, mais de toute la question du processus électoral. Vous savez bien qu'on vient de sortir du processus d'enrôlement qui a été contesté plus ou moins avec les délais réclamés, la liste électorale qu'il faut apurer. Voilà la question qui demeure. Je pense qu'aujourd'hui, l'opposition regarde le gouvernement pour relancer ce dialogue politique. Donc, au-delà de la question de l'ONU, il y a des problèmes de fond qu'il faudrait donc adresser. On termine avec vous, Barry. Non, en fait, je maintiens toujours. Je dis que les acteurs politiques fonctionnent selon le contexte. Dans quel contexte le président Gbagbo s'est exprimé? Vous avez dit c'est le comité central de son parti. On est en 2025, année électorale. La présidentielle en octobre. Ces militants se posent ou se poseraient des questions sur comment on fait, vu que monsieur le président n'est pas sur la liste électorale. Donc lui, en tant que leader, en tant que patron de son parti, il essaie de trouver des canaux, des voies et moyens pour rassurer sa base. C'est ça. Et dans ce fait-là, il doit passer pour être en position de force vis-à-vis de ses militants. Donc selon vous, mentionnez l'ONU, ça donne... Mentionner, c'est pour dire qu'il y a des pressions sur le président Ouattara. Ça, il le dit, c'est une stratégie politique pour moi. Mais quand on parle de positionnement, est-ce que déjà la gauche et le souverainisme doivent faire bon ménage? Ça, c'est une question. Et quand on lit les idéologies politiques, on sait que la gauche, c'est l'ouverture. Les partis souverainistes sont généralement des partis de droite. Donc ça aussi, c'est un élément qu'il faut souligner. On a terminé l'émission. Je ne sais pas si, Élisée, vous avez... c'est la dernière de la dernière. Très bien. Ben, écoutez, messieurs, merci beaucoup. Merci Herman, Élisée, Marius, Barry, merci de nous avoir suivis. Merci aux équipes rédactionnelles et techniques et la réalisation qui ont travaillé d'arrache-pied pour que vous ayez ce plateau. On se retrouve donc demain par la grâce de Dieu. D'ici là, les programmes continuent sur Live TV. Bonsoir.